Oui, donc rebonjour. Donc moi c'est Cécile Broutin. Donc j'ai été, comme l'a signalé Elisabeth, j'étais pendant 9 ans enseignante à mi-temps à Bordeaux-Montaigne. Et maintenant je fais plus que quelques cours et je suis revenue à plein temps au GRET. Et je suis experte associée au LAM aussi. Voilà. Donc je vais présenter avec Elisabeth, maintenant on va rentrer dans le projet Arpège. Donc je vais présenter la première partie et Elisabeth présentera la suite. Encore. Donc voilà, rappelez quel était notre objectif ou quel était notre questionnement quand on a monté toute cette réflexion. Mais c'était surtout pour essayer de voir comment les acteurs de terrain, qu'ils soient internationaux, nationaux, locaux, s'emparent des approches de genre dans leurs projets de développement, les négocient entre les différents niveaux, dans les contextes d'intervention et avec quelles conséquences. Et donc tout ça, ça partait de l'idée, enfin de ce qu'a exposé Isabelle, hein, qu'il y a des enjeux quand même et que dans des projets de développement, quand on ne prend pas en compte le genre, souvent on a des impacts qui peuvent être même néfastes, hein, qui peuvent aggraver les inégalités. Donc on s'est dit, voilà, comment dans les projets on peut travailler sur cette question. Et là, on vous a mis un petit schéma qui en fait montre un peu les différents niveaux en prenant l'exemple du Sénégal et du Madagascar et du projet AFAFI dans le sud de Madagascar. Et là, vous voyez les différents niveaux. Donc, il y a des injonctions du siège, on en parlera, on peut dire injonctions, mais en tout cas des souhaits d'une meilleure prise en compte du genre dans les projets. Il y a aussi, donc ça c'est le GRET siège, l'association dans son ensemble, qui, j'en reparlerai plus tard, qui s'est dotée d'une approche genre. Ensuite, le GRET siège, c'est-à-dire la personne au siège qui suit plus spécifiquement le projet en question. Ensuite, il y a le coordinateur, le représentant pays pour nous. Il y a aussi l'antenne dans l'androuille, donc encore à nouveau un salarié, une personne du GRET qui est aussi en responsabilité. Et puis enfin, l'équipe projet. Et en fait, ceux qui sont vraiment en contact avec les populations, les communautés, c'est l'équipe projet, c'est l'équipe de mise en œuvre. Et c'est pour ça que nous, on s'est dit dans nos questions, finalement, c'est eux qui sont la clé de la prise en compte du genre dans les projets. Et c'est avec eux qu'il faut essayer de travailler et de voir comment ils peuvent prendre en compte le genre, de quelle manière, etc. Alors, on a aussi mentionné sur le tableau les autres aussi niveaux internationaux. Isabelle a parlé des engagements qu'il y a à différents niveaux, le gouvernement de Madagascar, etc. Donc les objectifs plus spécifiques qu'on avait sur ce projet, c'était d'interroger la manière dont les acteurs, donc en insistant surtout sur les individus et les équipes, au niveau des ONG et de leurs partenaires locaux, parce qu'on a également travaillé avec les partenaires dans ces projets, perçoivent et intègrent le genre concrètement dans leurs actions, leur façon d'agir et leur posture. Et donc d'analyser les freins, parce que les freins à l'opérationnalisation, il nous semblait que c'était surtout ça la question, et quel levier aussi on peut actionner pour permettre cette meilleure prise en charge, prise en compte du genre. Alors vous verrez qu'on parle assez souvent, pas de genre, mais d'égalité femmes-hommes. Je reviendrai quand je parlerai de l'intégration du genre au GRET. C'est un peu touchy parfois. Donc là, on a travaillé avec 3 projets de développement. Je vais revenir un peu sur leur présentation, mais de façon succincte. Vous trouverez les éléments aussi dans la brochure. Comme on a du temps, il faut qu'on rattrape un peu le temps. Donc il y a le premier projet Mahavoots, qui était un projet d'Agri-Sud International dans l'ITACH, et le projet PAGLI de l'ONG Initiative Développement, également dans l'ITACH. Donc l'ITACH qui est la région de la coopération décentralisée avec Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine. Et puis le projet AFAFI Sud, alors qui est complètement dans une autre région, dans le sud de Madagascar. Elisabeth l'a évoqué ce matin, une zone plus difficile sur le plan climatique, sur le plan même agroécologique. Bon, voilà, c'est quand même une zone beaucoup plus sèche et beaucoup plus difficile que l'ITACH, mais avec des inégalités de genre dans les deux zones. Parmi les partenaires, nous, d'AFAFI Sud dans le sud, là, dans l'Androuille, on a cité le CTAS, qui est une ONG malgache, avec laquelle on a beaucoup travaillé dans ce projet, AVSF et le CIRAD, qui étaient moins présents dans ce projet. Donc avec l'objectif d'avoir une dimension comparative entre ces deux régions et la mise en œuvre du genre, et aussi entre 2 contextes africains différents, donc Madagascar où on a fait l'essentiel de nos activités, mais aussi le Sénégal comme miroir un peu, où les 3 ONG interviennent aussi, donc pour voir un peu est-ce qu'il y a des différences ou pas. Donc à part ces 3 projets, il y avait également une équipe de chercheurs et chercheurs
Alors, je ne sais jamais si on dit chercheurs ou chercheuses, mais bon. En tout cas, des hommes et des femmes, avec une majorité de femmes. Et puis, donc de l'Université Bordeaux-Montaigne, du laboratoire du LAM, de l'IRD, donc une équipe de coordination. On verra dans les enseignements que les chercheurs malgaches nous ont un peu manqué dans ce projet. La mobilisation de tandem français-malgache, et puis d'autres partenaires institutionnels. On a parlé du comité consultatif, donc un comité qui s'est réuni quelques fois au cours du programme pour partager un peu les avancées, les questionnements, et avoir aussi leur point de vue, donc qui était composé notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, de l'Université catholique d'Antananarivo, l'IRAM, l'IFRE, F3E, CIRAD, bon voilà, différents acteurs. Donc, pourquoi une recherche-action participative? Donc, on s'est dit, comme on a vraiment identifié les équipes projets au cœur de la prise en compte du genre, on s'est dit qu'il faut les mettre un peu plus en avant, en action. Et donc, on a retenu cette démarche qui aussi se base sur le fait que c'est l'action qui peut générer des connaissances utiles, scientifiques ou autres, pas forcément scientifiques, pour comprendre et changer la réalité sociale des individus et des systèmes sociaux. Donc on s'est dit, c'est quand même une approche qui pourrait permettre d'attaquer cette question du genre de façon plus participative et en mettant bien les individus, les membres des équipes projets, parce que c'était ça vraiment notre interlocuteur, au cœur de la réflexion sur, on verra comment elle s'est déroulée, mais sur l'analyse des enjeux, sur les propositions de solutions, etc. Donc la recherche-action, plus ou moins participative, on verra. Mais en tout cas, la recherche-action, elle a surtout pour objectif d'améliorer soit une pratique professionnelle, soit le fonctionnement d'une organisation à partir d'un problème identifié. Et on a commencé le projet d'ailleurs par une formation sur ces démarches, même si les uns et les autres avaient déjà connaissaient un petit peu ce type de démarche. Un élément important, c'est bien sûr l'engagement des acteurs concernés, donc ceux qui vraiment sont sur le terrain à réfléchir à la prise en compte du genre, et la production de connaissances. Donc tous ces éléments sont vraiment importants dans la démarche de recherche-action. Et le dernier point sur lequel je vais revenir un peu plus précisément, c'est la spirale des cycles recherche-action, avec le choix des expérimentations, la planification, la mise en œuvre, et puis le bilan-évaluation, et éventuellement une reformulation des expérimentations à mener. Donc ça, c'est le premier cycle. Le premier cycle a commencé par un travail avec les équipes dans un atelier d'identification des enjeux de genre dans les activités du projet, dans le contexte d'intervention du projet. Et les équipes ont essayé de définir des actions à expérimenter pour mieux prendre en compte le genre et ses enjeux sur les territoires sur lesquels ils interviennent. Donc ensuite, il y a une mise en œuvre des expérimentations, tout un tas de collectes de données pour regarder comment ça évolue, comment ça fonctionne, avec des observations. Et c'est là où les binômes d'étudiants étaient souvent mobilisés. Et puis un autre atelier qui va plutôt à nouveau revenir sur les effets, voir si ce qui a marché, moins bien marché, actualiser éventuellement le plan d'action et redémarrer pour un nouveau cycle. Donc c'est le schéma suivant. Donc vous voyez, il y a un atelier 1 qui permet à partir de l'analyse des enjeux de genre, de définir des expérimentations, ensuite la mise en place de ces expérimentations, la collecte de données, hop, la réflexion, et on repart sur un nouveau cycle, on réajuste le plan d'action, et on repart sur un nouveau cycle. Donc dans le cadre de Arpège, on avait prévu 3 cycles, donc 4 ateliers, un au début de définition des actions, et puis à la fin, un de bilan un peu des actions. On verra que suivant les projets, on n'a pas pu, pour des questions de décalage entre les agendas du projet et les agendas d'Arpège, on n'a pas toujours pu faire ces 3 cycles, mais on a toujours fait au moins 2 cycles, je pense que c'est ça. Donc voilà, donc juste pour finir un petit peu sur cette mise en œuvre, donc à chaque fois, donc a priori 4 ateliers, une formation à la RAP en 2021, une série d'entretiens au début du projet, une série d'entretiens avec les membres des équipes pour leur demander un peu quelle est leur perception du genre, et qu'on a comparé ensuite avec une seconde série d'entretiens à la fin pour regarder justement si ça avait évolué et qu'eux-mêmes puissent regarder leur premier entretien et se positionner par rapport à ces premiers entretiens. Et donc il y a eu un film qui va vous être présenté en fin de journée et quelques analyses sur le Sénégal, donc terrain miroir du projet. Donc voilà, juste une carte pour vous montrer un peu les 2 sites pour ceux qui ne connaissent pas. Donc en haut, au centre en fait, de Madagascar, l'ITACH, avec les 2 projets de AgriSud et de ID.
Et puis au sud, voilà, avec une zone plus aride, qui est l'Androuille. Donc je vais présenter rapidement les projets, et puis si les ONG qui sont présentes veulent après détailler ou amener certains éléments, je les laisserai faire. Donc juste pour AgriSud, c'est quand même un projet de très professionnalisation du secteur agricole, mais aussi aménagement du territoire, et puis une dimension développement durable. Mais AgriSud est vraiment responsable de tout leur volet maître exploitant, donc qui sont ceux qui expérimentent, qui améliorent les pratiques et les diffusent. Un autre partenaire, Amades, qui était sur le volet aménagement des espaces agricoles, le CEAS sur l'entrepreneuriat en agrotransformation et le CRFPA sur le volet conseil agricole. Donc, vous voyez, il y a quand même beaucoup d'activités différentes. Et donc, à chaque fois, dans les ateliers, les porteurs de ces activités ont défini des actions à expérimenter. Donc là, on n'a fait que 2 cycles de recherche-action avec 3 ateliers. À la fin, AgriSud souhaitait plutôt mettre l'accent sur la réalisation d'un diagnostic genre, parce que ça leur manquait pour vraiment travailler sur ce cycle de recherche-action. Le PAGLI, donc ça c'est tout à fait un autre type de projet, c'est beaucoup plus un projet d'appui à la gouvernance territoriale et à la participation citoyenne en appui, en accompagnement des collectivités locales et des intercommunalités dans la zone toujours d'Itache. Et donc là, il y a déjà une réflexion au niveau de ID sur la prise en compte du genre, au niveau de la promotion de l'égalité femmes-hommes et l'égalité des chances à travers l'accompagnement d'associations de femmes au niveau du projet. Donc là aussi, il y a eu 2 cycles. Là, c'est plus lié au fait que quand on est arrivé, c'était la fin d'une phase du PAGLI et le temps que la deuxième redémarre, ça nous a fait un creux entre les deux. Mais voilà, il y a eu quand même au total 4 ateliers. Alors, je ne sais pas s'il y a eu 2 ou 3 cycles, tu me corrigeras peut-être. On a eu 2 cycles, mais chaque fois un atelier au début et à la fin du cycle. Parce que le deuxième cycle ne s'est pas fait tout de suite après le premier. Ok. Et le dernier projet, donc, AFAFIS Sud, donc, coordonné par le GRET. Donc, il y a un projet donc, avec le CTAS, AVSF et le CIRAD, qui est un projet vraiment d'accompagnement des exploitations agricoles, notamment le développement de blocs agroécologiques, l'appui à la production de semences de qualité, et puis une dimension nutrition autour des centres d'accueil des enfants et des mères qui sont mis en place et pérennisés au niveau de l'Androuille. Mais qu'on verra plus tard qu'il y a déjà eu une réflexion sur la prise en compte du genre au niveau du GRET depuis 2017-2018, mais qu'il y a quand même des difficultés d'opérationnalisation au niveau des projets. Et c'est là-dessus qu'on a pu travailler avec eux. Et là, on a réussi à faire tous les cycles prévus initialement. Donc les 3 cycles de RA, plus un atelier à la fin, un atelier au début, un atelier à la fin. Voilà. Donc voilà, maintenant je laisse la parole à Elisabeth pour la suite. Merci beaucoup. Voilà, si ça va trop vite, hein, presque tout ce qu'on dit là, c'est aussi dans la brochure. Donc, soyez pas frustrés. Donc, quelques points saillants qui ressortent de cette expérience. Alors, d'une part, cette question de la différence entre 2 régions, on voulait sciemment prendre 2 régions qui sont assez distinctes à l'échelle de Madagascar, hein, par la distance de la capitale. On sait très bien que la proximité d'un grand centre urbain, c'est toujours important, par les caractéristiques géographiques, par exemple la pluviométrie, par la composition ethnique, c'est pas les mêmes groupes ethniques, pas les mêmes histoires d'un point de vue migratoire, etc. Les aspects socio-économiques, il y a vraiment des différences importantes. Mais in fine, on avait l'impression, on est arrivé à la conclusion, que les différences de l'implication des équipes des 3 projets dans la recherche-action genre dépendaient plus des individus qui formaient les équipes et notamment de la posture du chef d'équipe. Les coordonnateurs, c'était tous des hommes, que de la zone géographique. La zone géographique ne pouvait pas en soi expliquer une volonté ou une motivation pour travailler avec cette forme expérimentale sur le genre. C'est d'autres facteurs visiblement qui comptaient. Et il y avait une supposition assez intéressante partagée par un participant qui lui-même travaille dans l'ITAS, qui a dit que, selon lui, les inégalités de genre sont moins explicites, moins ostentatoires, peut-être, en ITAS que dans l'Androuille.
mais que du coup, les décideurs et les citoyennes, peut-être ne les perçoivent pas aussi bien non plus, et du coup, ça freine l'engagement. C'est assez intéressant parce que nous aussi, on s'est parfois dit, mais c'est plus subtil dans les tâches, et du coup, on a peut-être plus du mal à bien identifier les inégalités et à les reconnaître comme un problème. En effet, bien que, bon, les faits sont têtus, il y a des indicateurs qui montrent, par exemple, que les violences à l'égard des femmes sont assez élevées en ITAS. Donc, voilà, il y a comme ça des perceptions, des préconçus qui très souvent allaient un peu dans le sens « Ah oui, le genre, c'est très bien en androuille, mais chez nous, en ITAS, c'est beaucoup moins flagrant, on a avancé beaucoup, on est beaucoup plus évolué, entre guillemets. » Je caricature à peine. Des attitudes individuelles très diverses dans les 3 équipes étaient peut-être la constante la plus ferme et évidente. Dans chaque équipe, il y avait vraiment une hétérogénéité de la posture des individus. Certaines étaient oui, plutôt réservées sur le fond. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Attention, ça va remettre en question notre culture, ça va détruire nos traditions, etc. Mais aussi beaucoup étaient sceptiques par rapport à la faisabilité. On n'a pas de moyens, on a déjà un plan d'action très plein et un budget très serré. On n'a pas de marge de manœuvre de faire des activités genre là-dedans. Et parfois, même une remise en question de la pertinence. On est une ONG qui travaille par exemple sur l'agriculture, c'est des ONG plus à caractère social qui peuvent travailler sur le genre. Donc il y avait quand même des différences assez importantes. Et du coup, dans ces postures assez variables au sein des équipes, où il y en avait aussi dans chaque équipe qui étaient intéressés, qui étaient plutôt motivés et engagés. Et on s'est rendu compte que selon la position hiérarchique et ou un peu aussi le charisme, un peu les leaders d'opinion, même si peut-être dans l'organigramme ils ne sont pas très hauts, très vite influencent quand même un peu le collectif dans son ensemble. Donc selon la position hiérarchique des personnes réservées ou plutôt ouvertes et proactives, l'influence sur les dynamiques de groupe était variable. C'est peut-être aussi une évidence, mais c'est clairement ressorti. Alors, on a sans doute sous-estimé le besoin d'un socle commun en termes de connaissances de base sur le genre. D'une part, on pensait qu'aujourd'hui, tout le monde sait un peu ce que c'est, le genre, dans ces équipes de mise en œuvre qui sont quand même en partie des équipes des ONG françaises. Quelque part, on était peut-être un peu naïfs. Et puis, on est parti aussi de ce principe de la recherche-action que c'est des savoirs ordinaires qu'on va mobiliser. Et comme on est toutes et tous des individus genrés, on s'est dit aussi notre vécu ordinaire devrait aussi nous permettre de pouvoir, à partir de là, vraiment quelque part vite appréhender cette notion des rapports sociaux, socialement construits, de genre, les identités féminines et masculines, genrées, etc. Et là, on a sans doute un peu surestimé les connaissances déjà disponibles, sous-estimé le besoin en formation initiale, quelque part. Mais on a vu très bien une progression dans les 3 équipes d'un atelier à l'autre, très clairement, avec aussi, pour une partie au moins significative, des équipes avec un intérêt croissant. Parce qu'en effet, dans chaque atelier, on est revenu sur les concepts, les définitions, avec un peu un exercice d'équilibrisme. On a toujours dit haut et fort, on n'est pas là pour donner une formation, on fait une recherche-action ensemble. Donc on ne voulait pas en même temps prendre cette posture, on va vous expliquer de quoi il s'agit. C'était un peu notre ambiguïté dans laquelle on s'est retrouvés souvent.
bon, en tous les cas, petit à petit, très clairement, il y avait une meilleure compréhension partagée du concept et aussi, du coup, une meilleure connaissance des enjeux, genre sur le territoire du projet concerné. Aussi le lien qu'on a essayé de faire de la prise en compte du genre avec les objectifs du projet, ou pour certains projets qui s'inscrivent, par exemple MAFTA s'inscrit dans une convention programme à critères qui a des objectifs genre, etc. Donc on a essayé de rattacher toujours ce qu'on essaye de faire avec ce qui a priori était quand même déjà quelque part écrit dans les documents projets. Et aussi donc les résultats attendus, voilà, qui impliquaient quand même souvent, par exemple, un pourcentage de femmes qu'on voulait atteindre parmi les bénéficiaires. Alors, un autre point qu'on n'avait pas vu venir, c'était un questionnement fort sur la légitimité des membres des équipes d'agir sur un sujet sensible comme l'est le genre. Beaucoup des membres des équipes ont dit « mais je ne me sens pas légitime de parler au genre, aux paysans à qui je donne par ailleurs des conseils agricoles, par exemple ». Cette idée aussi de voilà, je ne suis pas experte en genre, donc je ne peux pas vraiment travailler sur ça. Donc c'est évidemment lié au point précédent, que les gens ne se sentaient pas assez connaisseurs. Donc du coup, ça posait pas mal de questions. Et donc, oui, en lien avec ça, je l'ai déjà dit, l'équipe MAFT, par exemple, est carrément allée jusqu'à dire « mais ce n'est pas notre mandat, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est beaucoup plus la professionnalisation de l'agriculture, etc. » Donc, la question de la légitimité de travailler en tant qu'équipe sur ça, d'intégrer transversalement le genre, était aussi quelque chose qui revenait. Autre chose qu'on avait sous-estimé, c'est le temps d'apprentissage, pas seulement du genre, mais aussi de la démarche recherche-action. En effet, on s'est rendu compte que c'était beaucoup moins évident que ce qu'on pensait pour les équipes à intégrer la démarche recherche-action dans les projets en cours. Par exemple, cette idée... réfléchissez à partir d'un diagnostic qu'on a fait ensemble comme ça en atelier, sur la base de la bonne connaissance de terrain des équipes. L'idée était de dire, voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire en tant qu'équipe de projet pour agir sur ces enjeux? Lesquels de ces enjeux vous permettent peut-être de trouver une marge de manœuvre pour donner un peu une impulsion vers plus d'égalité, etc. Et puis l'idée était de dire, on n'a pas des solutions clés en main, donc essayez de trouver des pistes de solutions et vous allez les expérimenter. On vous appuie pour ça. Et ça, c'était pas évident pour beaucoup d'équipes. On a peut-être aussi surestimé la marge de manœuvre des membres de l'équipe. On avait quand même gagné l'impression à un moment que beaucoup se sentaient plus exécutants, quelque part. Exécutantes. On nous dit, on suit le plan d'action, on suit le tableau de bord, on nous dit quoi faire et on le fait. C'est pas, je ne dis pas ça méchamment, mais oui, pour beaucoup, tout d'un coup, de dire réfléchissez vous-même à des activités ou à comment faire une activité en y intégrant le genre. C'était quelque chose qui mettait mal à l'aise certaines personnes. Donc voilà, il y avait un scepticisme face à cette démarche, d'autant plus qu'il n'y avait pas de moyens spécifiquement fléchés pour cette expérimentation genre, ni du temps dédié. Et bien sûr, ça, c'était un vrai obstacle. Donc, ce qu'on a aussi vu, c'est le poids de l'engagement institutionnel et des niveaux hiérarchiques. On s'est rendu compte que ce n'est pas forcément déterminant. Par exemple, avoir une stratégie genre en tant qu'ONG ou pas, est-ce que ça va vraiment faire une grosse différence au sein des équipes terrain? Ce n'est pas si évident que ça, en regardant de très près.
En tous les cas, on s'est rendu compte qu'il y a des poids assez variables des différents niveaux au sein des ONG. Bon, chaque ONG a un peu sa culture en termes d'organisation et tout ça. Et on a aussi vu, bien sûr, un poids et des engagements et une ouverture assez variable des partenaires dans cette démarche de prise en compte du genre. Le CTAS, par exemple, qui était avec le GRET au sein d'AFAFI Sud, s'est beaucoup investi. D'autres partenaires étaient beaucoup plus en retrait. Bon, il y avait des variations là aussi. Sur les stagiaires étaient là pour documenter, mais en effet, c'est un peu le pendant de ce que j'ai dit avant, que c'était pas évident pour les équipes de s'y retrouver dans cette idée de dire on va réfléchir à des expérimentations, on va tester des choses, et ça sera documenté par les stagiaires. Donc pour beaucoup, c'était un peu l'idée, après le premier atelier, on a réfléchi à des activités, et c'est les stagiaires qui vont les mettre en œuvre. Il y avait un peu ce décalage entre... c'est vous qui allez expérimenter. Les stagiaires sont là pour documenter ce que vous faites, collecter peut-être quelques données complémentaires ou analyser des données qui sont déjà collectées mais qui n'ont jamais été analysées d'un point de vue sexo-différencié. Du coup, ça c'était un malentendu qu'on a eu du mal à surmonter et on a régulièrement eu des réunions avec les stagiaires et aussi avec des membres de l'équipe des projets. Et c'est un sujet qui revenait beaucoup. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas réussi à rendre ça assez clair. D'ailleurs, pour les stagiaires, on s'est rendu compte aussi qu'il fallait qu'on ait un budget spécifique pour leur déplacement lors des activités des projets, parce que le budget des projets était souvent trop serré pour inclure un déplacement supplémentaire. Donc parfois, c'était l'allocation d'une moto avec chauffeur, achat de casque. Bon, bref, on a réussi à trouver ça. Et l'intégration des stagiaires dans les équipes était aussi très variable. Pour une équipe, les stagiaires étaient plutôt vraiment à côté. Une autre équipe disait « Ah, mais c'est notre rappel quotidien qu'on ne doit pas oublier le genre ». Une autre équipe a vraiment intégré le tandem dans leur équipe locale et elles sont collaborées pour à peu près toutes les activités courantes du projet. On avait ce pays miroir du Sénégal, le Sénégal, on va revenir dessus cet après-midi, donc je vais rester très brève. L'idée était de prendre un deuxième projet de chaque ONG, mais au Sénégal, sans faire des recherches-actions, juste faire des bilans sur... et là-bas, le genre est pris en compte comment? Est-ce qu'il y a des similitudes par rapport à ce qu'on trouvait dans les projets au Sénégal, ou est-ce que c'est très différent? Voilà. Donc ça nous a quand même montré, a priori, plutôt des similitudes, mais on reviendra dessus. Alors, point fort, point faible du projet Arpège, spécifiquement, et de la démarche recherche-action plus généralement. Bon, c'est très synthétique, mais on peut revenir sur les différents points au cours de la journée. Bon, un premier point faible, c'est très clairement le décalage entre le calendrier d'Arpège et le calendrier des projets. Ce décalage était aggravé par rapport à ce qui était initialement prévu à cause de la crise sanitaire. Avec le Covid, tout était arrêté à un moment. On a commencé quand même avec pas mal de retard. Et en plus, Madagascar était un des pays qui était vraiment fermé longtemps. Donc notre travail avec les équipes terrain avait vraiment pris beaucoup de retard, ce qui, en effet, a aggravé ce décalage. Les projets avaient quasiment déjà atteint leur vitesse de croisière. Pagli 1 était déjà presque à la fin. Le temps que nous, on était enfin prêtes à démarrer. Le fait aussi que les ateliers et encore plus les expérimentations étaient vraiment perçus comme des activités supplémentaires était un point faible. C'est vrai qu'on est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe au sein d'un projet déjà en cours avec un plan d'action plein et un budget entièrement affecté. Donc ça, c'était vraiment difficile de ne pas avoir un peu de marge de manœuvre autour de ça. Disons
c'était difficile de trouver cette marge de manœuvre en tout cas. Absence de ressources fléchées pour les expérimentations. On était parti au début de l'idée que notre recherche-action ne va pas introduire de nouvelles activités. C'est plus le comment des activités qui va changer, hein, la manière de les mettre en œuvre. Hein, par exemple, au lieu de faire peut-être une réunion mixte du début à la fin, on peut peut-être faire des moments non mixtes où les femmes sont à part, les hommes sont à part. On s'est dit que ça ne va pas vraiment créer de nouvelles activités ou de nouveaux coûts. Mais on s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça. Par exemple, souvent, il fallait d'abord des sensibilisations sur égalité, inégalité femmes-hommes, avant de pouvoir même engager une démarche, par exemple, sur comment mieux faire participer les femmes. Donc, en effet, l'absence de ressources fléchées était un grand problème. Besoin d'un socle de connaissances, on en a déjà parlé. Et aussi, un point faible a été vraiment notre impossibilité d'associer des collègues malgaches au niveau du milieu académique. En fait, oui, très souvent, c'est des collègues qui ne peuvent pas juste travailler en étant pris en charge sur leur déplacement, par exemple, mais qui attendent un honoraire, ce qu'on n'arrivait pas à intégrer dans le montage budgétaire. Bon, il y avait comme ça des difficultés au début qu'on n'a pas réussi à surmonter. Du coup, c'est vrai qu'on était une équipe de vasa, comme disent les malgaches, hein, de blancs, qui venaient de loin. Et ça, c'était quand même un point faible aussi. Les points forts, c'était sans doute les ateliers. On a quand même eu souvent des retours très positifs sur les ateliers. Les critiques les plus farouches étaient « c'était trop court ». Et les échanges étaient vraiment très riches. Et avec aussi une vivacité des échanges plutôt croissante dans la majorité des ateliers. Hein. D'un atelier à l'autre, on a vraiment vu une progression, aussi plus de courage à partager des questionnements ou des réserves ou des critiques. Donc ça, c'était vraiment positif. Bon, les évolutions étaient variables selon les personnes et les projets, mais globalement, il y avait quand même une vraie avancée, notamment de la compréhension du genre et aussi de cet élément central, souvent dans les approches genre, comment faire mieux émerger la parole des femmes, hein, qui souvent sont facilement exclues des moments de concertation, des instances décisionnelles, etc. Donc, adhésion forte de certaines personnes, ça c'était un vrai point fort, parce qu'on a des personnes qui sont sorties au dernier atelier avec quand même oui, une forme de conviction qui nous fait croire que c'est des personnes qui vont continuer à réfléchir et à agir dans le sens de contribuer à plus d'égalité femmes-hommes. Le regard externe que notre équipe Arpège a pu apporter était quand même souvent mis en avant aussi comme un point fort, et la mobilisation des stagiaires était en général assez appréciée, même si ça dépendait de différents facteurs, dont aussi la posture de la personne, des stagiaires, qui était bien sûr aussi variable. Un dernier point fort, c'était vraiment cette meilleure compréhension de la complexité des réactions déclenchées par l'introduction d'une approche genre dans les projets. Là, c'est d'un point de vue de nous en tant qu'équipe de recherche, on a mieux compris oui, cette diversité des réactions et ces évolutions très inégales de la compréhension et l'adhésion à cette idée, ou la non-adhésion, hein, à cette idée d'intégrer le genre. En général, sur la recherche-action, sur la thématique genre, parce qu'on ne peut pas prétendre de parler d'autres recherches-actions, donc au-delà d'Arpège plus spécifiquement, on s'est rendu compte, et on pense que c'est généralisable, que c'est plus difficile de mettre en œuvre une recherche-action dans des structures qui sont assez hiérarchiques, organisées de façon assez top-down. Hein. Un autre point faible, disons, il faut se rendre à l'évidence, c'est chronophage de mener une recherche-action.
ça nécessite aussi une souplesse, et une souplesse qui n'est pas du tout facilement compatible avec cette approche projet, hein, avec le cadre logique, avec tout ce qui est quelque part prévu de A à Z dans un projet. Hein. Au moment où on demande les financements, c'est les activités, les résultats, les objectifs, les indicateurs pour mesurer tout ça. Tout est déjà fixé, donc ça laisse quand même peu de marge pour vraiment travailler sur ces processus que sont les recherches-actions. Il y a aussi, selon ce qu'on a pu observer, parfois un effet un peu contre-productif hein, s'il y a une compréhension partielle de l'approche genre. On a par exemple vu dans un des projets qu'on a renforcé une vision, en voulant valoriser le rôle des femmes, on a valorisé leur rôle reproductif. Hein, ce qui, quelque part, n'était pas une démarche très fructueuse vers plus d'égalité femmes-hommes. Hein, ça a plutôt essentialisé encore plus cette question des rapports hommes-femmes. Donc voilà, hein, dans cette expérimentation, évidemment, c'est aussi le genre de choses qui peut arriver. Et évidemment, la recherche-action sur le genre n'a pas échappé à toutes les critiques qu'on a entendues, par exemple, dans la table ronde précédente, sur l'approche genre en général. Hein, c'est clair. Sur les points forts, on est quand même sorti d'Arpège avec la conviction que l'implication de l'équipe de mise en œuvre et dans la recherche-action l'aide à s'approprier l'approche genre. Beaucoup plus qu'une formation classique, un atelier de lundi matin à mercredi soir, et puis on dit merci, débrouillez-vous maintenant pour opérationnaliser chez vous. On ne le dit pas comme ça, mais de fait c'est ça. La nature cyclique de la recherche-action aussi, hein, c'est une dynamique continue, et donc les questions, les réflexions peuvent revenir, peuvent évoluer. On accompagne finalement sur le moyen terme, et ça c'est quand même un vrai plus. La recherche-action participative, avec cette idée de vraiment mettre les équipes de mise en œuvre sur le devant de la scène, est quand même aussi très intéressant pour aider à contextualiser les approches genre, à les adapter au milieu, au moment où on fait le projet, au paysage d'acteurs qu'on trouve, etc. Et en tout cas, c'est notre pari, que ça contribue quand même aussi à décoloniser l'introduction de cette approche genre, parce qu'évidemment, ça c'est aussi un grand débat aujourd'hui, hein, avec les pensées décoloniales. Qu'est-ce qu'on fait avec cette approche genre qui est très vite taxée d'être importée, d'être non-africain, africaine, etc. Le fait que l'arabe ouvre des espaces de débat sur les divergences de points de vue est aussi très clairement un point fort. Hein. Dans les formations, souvent, on n'a pas assez d'espace pour ça. Et cette formulation concertée de nouvelles pistes est formative en soi et c'est mise en pratique à titre expérimental, de nouvelles manières de faire. C'est quand même quelque chose qui est en soi très positif et comme l'a dit un des membres, un des participants, chaque activité est une occasion pour améliorer, pour s'améliorer, pour faire encore mieux. Hein, et quelque part, ça c'est quand même quelque chose de très très bien. Alors en leçon tirée, on retrouve un tout petit peu les points qu'on a déjà vus. On facilite l'appropriation de l'approche genre au niveau individuel et collectif. Par contre, on s'est rendu compte aussi qu'il faudrait quand même une masse critique de personnes dès le départ, hein, qui sont conscientes des inégalités qui existent et aussi qui sont conscientes des problèmes que les inégalités génèrent. Parce qu'on a quand même eu beaucoup de cas, on nous a dit « Ok, il y a des différences entre hommes et femmes, mais c'est parce qu'on est complémentaires et ce n'est pas un problème. Hein, c'est l'harmonie qui règne chez nous. » Vous voyez, ce n'est pas parce qu'on se rend compte d'une différence qu'on va forcément la labelliser inégalité et qu'on va forcément la voir comme problématique. Donc, on s'est rendu compte qu'il nous faudrait quand même une masse critique de personnes qui sont dans cette posture pour les embarquer dans la recherche-action. Il faut une conscience quelque part du problème à résoudre. On s'est dit au moins un tiers, ça serait quand même bien. Importance d'un socle commun de connaissances, je ne reviendrai pas dessus.
ce qu'on a aussi, ce qu'on voudrait réitérer et qu'on a tiré aussi de leçons de notre projet, c'est que finalement, l'apport de l'équipe de recherche peut être intéressant, notamment pour la première recherche-action, mais elle peut tout à fait être menée, cette démarche, par les équipes projet aussi. La présence de quelqu'un du monde académique n'est pas indispensable. Et surtout, ces équipes peuvent aussi impliquer vraiment les populations ou les acteurs, actrices du milieu local dans ces recherches-actions, ce que nous, on n'a pas fait en se concentrant sur les équipes de mise en œuvre des projets. Et ce qui aide aussi énormément, c'est quand même si les équipes de mise en œuvre des projets sont mixtes. On avait quand même 2 équipes qui étaient très largement masculines, une équipe plus mixte, et on a vraiment vu la différence. Aussi en termes de, quelque part, c'est plus facile de prêcher, entre guillemets, plus de mixité si on donne le bon exemple. Une nécessité constante d'un éclaircissement des termes et concepts, même si, j'ai dit tout à l'heure, ça nous oblige à faire un peu un équilibrisme, une alimentation des réflexions par le partage d'outils, de ressources, etc., était aussi retenu, et aussi parfois l'utilité de passer par des langues locales, parce que finalement on travaille dans une langue qui n'est pas la langue maternelle des personnes qu'on a embarquées dans la recherche-action, et parfois on sait qu'on perd quand même pas mal dans les traductions. Favoriser l'expression des réserves et la peur que l'introduction de l'approche genre ne détruise la culture locale. Il faut laisser l'espace pour que ça s'exprime, pour qu'on puisse en discuter, qu'on puisse expliquer encore et encore que la culture de toute manière n'est pas gravée dans le marbre, qu'elle est toujours évolutive, et que c'est aussi aux acteurs localement de faire un peu le choix entre qu'est-ce qu'on veut garder et qu'est-ce qu'on veut peut-être faire évoluer. Pour ça, l'alliance avec des acteurs locaux ou nationaux qui sont spécialisés sur le genre est quand même intéressant. À Madagascar, c'est souvent des entités décentralisées du ministère de la Population, par exemple avec leurs cellules d'écoute et de conseil juridique, de lutte contre les violences basées sur le genre, etc. Parce qu'en effet, on ne s'improvise pas expert en genre, mais il y a à peu près partout quand même aussi des ressources locales qui sont à l'œuvre. Et dernière leçon, viser des objectifs modestes, car forcément, en termes de genre, comme toujours, les évolutions sont lentes. Et pas forcément linéaires, parfois on avance, on recule, en espérant qu'on recule moins que ce qu'on a avancé avant, etc. Mais voilà, soyons modestes sur tout ça. Merci beaucoup pour votre attention. On n'a rien rattrapé. Je dis on n'a rien rattrapé. Alors, il y a la prochaine table ronde derrière où on va encore aller dans le détail d'arpège. Est-ce qu'il y a des questions rapides tout de suite, ou est-ce que vous êtes d'accord qu'on embarque tout de suite? Oui, Maria. Merci beaucoup. Je suis Maria Gerster-Bentaya de l'Université de Hohenheim pour ceux. Merci beaucoup. Maintenant, en vue de cette description, c'est ce que je me suis demandé, peut-être j'ai raté un peu le moment que vous avez expliqué, puisque aussi j'ai un peu la genèse du projet en tête aussi, donc je compare toujours ce que j'ai en tête et ce que vous avez réalisé. À quel moment est-ce que vous avez vraiment fait la sensibilisation sur le genre? Je me rappelle bien qu'on a discuté, voilà, la base de tout, c'est la propre conviction et les propres valeurs. Et dès que je ne suis pas conscient de ça, je peux même pas me lancer dans quelque chose, et je ne peux même pas entamer et tenter changer quelqu'un d'autre ou faciliter le changement d'un quelqu'un d'autre avec une bonne conscience. Donc là, je me demande à quel moment vous avez fait ça. J'ai compris qu'au fur et à mesure, ça est arrivé un peu, ce changement de conception par rapport à l'utilité de genre, et aussi un repensement, si on peut le dire, de sa propre position. C'est ça un peu?
Oui, un peu la remise en question, sa propre position, c'est ça que tu veux dire, je pense. Céline, qui n'a pas pu parler tout à l'heure. Bonjour et merci, c'était vraiment super intéressant. Donc moi je m'appelle Céline Mazard et je suis consultante sur les questions de genre et d'intégration de genre. Mais j'ai essentiellement travaillé pendant plus de 20 ans en Afrique australe, donc pas tout à fait dans ce milieu-là, mais il y a beaucoup de choses et puis travailler beaucoup avec les Nations Unies et beaucoup de choses de ce qui a été dit ce matin qui vraiment fait écho. Donc moi j'avais une question et puis un commentaire général. Ce que j'ai bien aimé dans votre présentation là, c'est particulièrement c'est la grande honnêteté et la transparence sur on a oublié ça, on aurait dû faire ça et tout. C'est bien, c'est assez rafraîchissant d'avoir ce genre de réflexivité. Et puisque dans cette veine-là, ce qui me paraît vraiment intéressant, c'était cette espèce peut-être de sous-estimation de l'analyse des rapports de force au début. Et là, je pense aux rapports de force à différents niveaux. Vous avez parlé de vous en tant que chercheuse blanche qui arrivait pour travailler avec des ONG essentiellement locales. Et puis aussi les rapports de force entre les gens des ONG et les stagiaires. Et là, derrière tout ça, on a le contexte global, qui est le contexte assez hiérarchique qu'on peut trouver à Madagascar, mais aussi le contexte de l'aide internationale, où on arrive et on vient dire aux gens ce qu'il faut faire, en gros. Donc ça, en soi, c'est vraiment intéressant d'avoir cette leçon qui émerge. Et puis, peut-être aussi une sous-estimation, et ça lie à la question que la dame posait avant, sur la variable des perceptions individuelles. Enfin, vous l'avez dit vous-même, hein, les perceptions individuelles, la motivation du leader, c'était un paramètre très important. Mais au-delà, vous avez parlé pas mal de leur connaissance sur le genre, et c'est là où mon commentaire rejoint celui qui a été fait avant. C'est pas que les connaissances, et c'est dans quelle mesure, effectivement, le projet permet une analyse critique des valeurs personnelles, des normes, etc. Et moi aussi, j'ai compris que ça s'est fait au fil du temps, mais est-ce qu'au départ, il y avait une question là-dessus? Enfin, il y avait un travail là-dessus, ou alors ils se sont juste lancés dans le projet comme ça. Bon, et puis en fait, j'en viens à ma question pragmatique, très concrète. À la fin, vous avez dit que maintenant c'était terminé. Est-ce que les équipes ont gardé cette habitude de questionner et cette réflexion induite par le projet et l'intégration de genre? Maintenant que vous êtes partis, est-ce que tout ça, ça continue aussi? Merci. Je commence? Oui. Merci beaucoup. Alors, on n'a jamais vraiment explicitement fait de la sensibilisation, mais justement, on a essayé de partir par cette réflexivité. Le premier atelier, on l'a commencé par la question individuelle. Hein. Qu'est-ce qui sera différent dans votre vie si vous étiez né de l'autre genre? Et à partir de ces réponses-là, on a commencé à construire la définition sur le genre, parce que, comme quasiment toujours, quand on pose cette question à un groupe, la grande majorité des réponses sont liées à des constructions sociales et pas à des différences biologiques. Donc ça, c'était une première chose où on a essayé d'embarquer tout le monde aussi un peu à prendre conscience. Ah oui, mais même pour moi, ma vie ne serait pas pareille si j'étais de l'autre genre. Après, on sait, concernant les valeurs, on avait pas mal réfléchi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est beaucoup référé sur les valeurs des structures, hein, qui étaient prônées dans les projets ou dans les stratégies ou statuts ou des structures, hein, parce qu'il y a quand même des valeurs qui sont assez clairement affichées par les ONG. Donc on a un peu rappelé ça, on est un peu revenu dessus, tout le monde est d'accord, ah oui, donc voilà. Et même si ces valeurs n'étaient pas explicitement sur l'égalité femmes-hommes, hein, un peu rappeler peut-être l'universalité de ces engagements. Mais en effet, on s'est dit, on n'est pas face à des individus lambda, on est face à des employés de telle ou telle structure. Donc, quelque part, on est revenu au cadre de valeurs plus institutionnelles qu'individuelles. Ce qui peut-être n'était pas la meilleure manière de faire, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on a essayé de cheminer.
Voilà, et oui, Cécile, qu'est-ce que tu veux ajouter? Juste peut-être parler plus du GRET que je connais mieux. Enfin, moi, en tout cas, je pensais que mes collègues sur le terrain étaient déjà plus sensibilisés à cette question. Il y avait déjà un e-learning que tous les membres, tous les salariés du GRET étaient censés avoir suivi. Et donc, on a quand même signé un plan d'action en interne en AG en 2019. Donc, pour moi, bon, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement un très grand décalage sur même le concept avec nos équipes de terrain. Et bon, bah, ça, c'était aussi... moi, ça me paraissait un peu évident qu'ils étaient déjà sensibilisés à la question, et puis finalement, c'est pas si évident que ça. D'autant que même tous les supports qu'on a fait, elle l'a évoqué Elisabeth, mais le e-learning qu'on a mis en place au GRET, il est quand même assez compliqué, avec des concepts pas forcément évidents en français, il est en français, et les malgaches maîtrisent plus ou moins bien, et n'ont pas forcément les mêmes formulations. Donc ça, voilà. Et donc, en fait, on s'est rendu compte de tout ça, et après, au cours du projet, le coordinateur, il a pris le e-learning d'une manière différente, en faisant par petits groupes, en faisant discuter sur ce qui s'était dit, pour revenir un peu sur la traduction malgache de ce qu'il y avait dedans. Donc voilà, mais au départ, moi, je pensais que tout le monde était un peu sensibilisé au GRET, ça va quoi. Ben non, ce n'était pas le cas. Voilà, c'est un peu ça le truc. Et pour les autres questions, les réponses vont être dans la prochaine table ronde sur les 3 structures.